to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Très cher Samir, c'est dans l'urgence du tumulte quotidien que je te fais part aujourd'hui d'une nouvelle page de mon ciné-journal. J'ai suivi le chemin que tu nous as proposé dans ton éternelle générosité il y a de cela quelques mois, celui de Fritz Lang. Lors de la répartition des films, je me suis précipité sur Metropolis. En effet, quel meilleur point de chute pour actualiser mon rapport à cet immense cinéaste qu'une revisite de son monument de 1927. Découvert pour ma part à l'âge de 12 ans lors d'un séjour à Francfort, je n'ai gardé qu'un souvenir adolescent de cette relique qui, alors, venait d'être agrémentée des séquences retrouvées à Buenos Aires. 14 années plus tard, me voilà, en plein milieu de mon premier festival, le 50e FEMA de La Rochelle, où je découvre tremblant le cinéma de Pasolini, autre géant dont je n'avais qu'une connaissance parcellaire de l'œuvre. Quel choc sismique alors de revenir à Metropolis et ses 2h30 d'un spectacle aussi mutique que musical. À l'heure d'écrire ces lignes, il m'est encore difficile d'exprimer l'impact d'un tel morceau de cinéma. Difficile également de trouver le meilleur angle d'attaque, l'axe analytique le plus judicieux pour englober tout ce que cette résurgence a pu provoquer. Comme toujours, c'est en laissant voguer les idées que m'est apparue l'évidence. Si Metropolis est un film aussi insaisissable, même près d'un siècle après sa sortie, c'est qu'il s'agit d'un film mutant. Une matrice à X entrées, dont la nature est aussi changeante que celle de Maria, figure légendaire du film, devenue machine sous l'égide de Rodwang, l'ingénieur démiurgique, pétri de remords et qui participe à toute l'ambiguïté de ce chef-d'œuvre paradoxal. Car venons-en au fait, Metropolis pose une multitude de problèmes. Je parlais plutôt de mon souvenir adolescent, celui académique et presque protocolaire d'un film précurseur, le film d'anticipation par excellence. Drôle d'inexactitude, aussi bien liée à l'absence d'un second visionnage qu'à l'éveil politique, historique et philosophique que fut le mien depuis plus de 10 ans. Comment en effet défendre aujourd'hui le discours d'un film qui, drapé d'une dénonciation faussement marxiste d'un capitalisme alors triomphant, finit par illustrer une double incapacité, celle d'une part des classes prolétaires à se révolter sans basculer dans un chaos systémique et une confusion des plus totales, celle ensuite d'une réconciliation naïve et utopique, engendrée de force par un aristocrate soudainement conscient des injustices de ce monde et qui se pose en fameux médiateur entre le cerveau et la main, pour que finalement rien ne change. Alors quoi ? Metropolis est arrangé dans les œuvres surestimées, que le temps et l'histoire du cinéma finiront par laisser croupir ? Bien sûr que non. À l'instar des plus grandes fresques de David Lean ou de James Cameron, le film de Lang est doté d'une narration implacable, si stimulante qu'elle empêche toute déviation du regard, même des moins avertis. On succombe alors de nouveau à cet effet de sidération. Lang, c'est bien connu, est un cinéaste traversé de visions. Il est peut-être au cinéma ce que Nietzsche a été à la philosophie, ou Freud à la psychanalyse. Un apport volcanique dans l'histoire des idées et des formes. Parlons-en de la forme, car c'est sur ce point que je voudrais poursuivre. Metropolis n'en est pas à un paradoxe près pour un amoureux du cinéma comme moi, le ressortant du placard en 2022. Car au milieu d'une cinéphilie se focalisant irrémédiablement sur la modernité, Metropolis vient à me rappeler que, bien qu'en provenance d'un autre cinéma, la mise en scène est toujours affaire d'éternité. Et si la représentation de l'humanité à travers un principe de massification, que Metropolis embrasse à plus d'un titre, en lieu et place de portraits choisis, a toujours posé problème au cinéma, c'est curieusement de l'épure dont j'aimerais dire 2 mots. De plus en plus sensible au cinéma d'Antonioni, de Hong Sang-soo ou bien entendu de Wera Stakul, l'épure m'apparaît à notre époque comme le geste esthétique le plus radical et résistant qui soit. Celui d'un cinéma qui dit non à ce spectaculaire morbide dont nous sommes si régulièrement assénés. Le paradoxe Metropolis, c'est qu'il s'agit d'un blockbuster, mais que sa forme nous semble aujourd'hui si douce.
et mélodique, d'un calme salvateur qui pousse à cette autre question. Quand avons-nous considéré qu'il fallait perpétuellement faire du bruit lors d'un spectacle ? Si le pouvoir du cinéma a toujours relevé de l'assemblage de plans et de blocs qui, dans leur contact, suspendent le temps et animent nos passions pour donner du sens, alors pourquoi faudrait-il surligner ce qui est déjà un langage ? Metropolis, même pour un film muet aux multiples intrigues, possède très peu d'intertitres, qui s'avèrent pour la moitié presque redondants avec le visuel. C'est connu, mais toujours bon à rappeler, l'architecture, les corps et les myriades d'accessoires et de maquettes qui parsèment le film gorgent de sens son univers. Qu'il s'agisse de lutte des classes, de la relation homme-machine ou du rapport entre masculin et féminin, tout s'avère perpétuellement bien plus complexe et retors que ces oppositions prétendument binaires. Tel un berceau mythologique, ce film se mue alors en émetteur de visions promptes à dicter les fondations d'univers à leur tour aussi fondamentaux que Blade Runner, Le Roi et l'Oiseau ou bien entendu la tétralogie Matrix. Film mutant, paradoxal, émetteur de visions, certes, mais comme je l'exprimais plus haut, son discours paraît aujourd'hui bien naïf. C'est peut-être là le secret de Metropolis. Bien plus qu'un film d'anticipation, il est à la croisée entre deux grandes conceptions du cinéma, celle de l'imaginaire et celle du réel, celle qui érige des mythes et se nourrit de visions pour mieux lire notre monde, et celle qui scrute les névroses de son époque afin d'en dresser le portrait le plus sincère qui soit. Si Metropolis a largement accompli la première de ses ambitions, Fritz Lang a vite regretté le discours, hanté, c'est connu, par l'apport de son épouse de l'époque, Thea von Harbou, alors proche du régime nazi. Michel Simon, illustre critique et historien du cinéma, considère que Fritz Lang est le premier cinéaste majeur à effectuer un saut vers la modernité et l'âge adulte du 7e art. Metropolis est à ce titre le symbole de cette bascule, et c'est avec une joie non dissimulée que j'ai pu le découvrir à nouveau, à l'heure où je passe moi-même vers une première forme de maturité. Je terminerai en évoquant un autre point de concordance propre au film, celui du carrefour des regards. Que l'on soit cinéphile, en quête d'images et d'émotions, critique cartographiant méthodiquement chaque parcelle de l'édifice, ou exégète tissant des lectures intertextuelles à travers l'histoire des formes, Metropolis est une invitation sans fin à boucler autour du plus beau des sujets, le pouvoir de fascination du cinéma. Il nous laisse avec cette observation typiquement languienne et parfaitement intemporelle. Ne faut-il pas parfois remettre en question nos idoles pour mieux les appréhender, décortiquer le réel en conséquence et déceler la part de lumière qui se cache derrière chaque ombre? C'est ainsi qu'il ne me reste plus qu'à te remercier, cher Samir, pour cette fabuleuse escapade. Et c'est désormais avec une hâte immodérée que je m'en vais découvrir les nouvelles languiennes de mes acolytes. À très bientôt, bien amicalement. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.